Et bonsoir Clément Beaune. Bonsoir Jean-Baptiste Bourset. Bienvenue sur ce plateau. Vous avez entendu les Français, ils soutiennent cela, le mouvement. Une majorité d'entre eux, toujours le soutien. Même s'il y a des galères pour eux dans les transports, ça va donner quoi ce week-end? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous regardent? Il y a encore un certain nombre de perturbations dans les transports ce week-end, qui sont heureusement moins nombreuses, mais il y a encore un certain nombre de galères pour des Français qui veulent notamment prendre le train. À la SNCF, on est en gros à un train sur deux. C'est le cas sur le TGV, c'est le cas sur le TER. C'est mieux que ce qu'on a connu ces derniers jours. Il y a une baisse du pourcentage, du taux de grévistes, mais il y a encore des perturbations ce week-end à attendre, samedi et dimanche. À la RATP, qui concerne les Parisiens, les Franciliens, mais beaucoup de personnes qui circulent, on a en revanche une situation qui s'est beaucoup améliorée et qui demain sera quasiment normale dans le bus, normale dans le tramway, et qui sera quasiment normale dans le métro, à l'exception de 2 ou 3 lignes où il y aura encore quelques perturbations. Donc c'est mieux, mais il y a encore un certain nombre de galères, je le dis, pour ceux qui circulent ce week-end. La difficulté pour eux, c'est la visibilité. Oui, c'est savoir comment évolueront les choses, non pas demain, mais dans 3 jours, dans 4 jours. Comme vous le savez, dans les transports terrestres, c'est-à-dire notamment SNCF et RATP, il y a des obligations de déclaration de grève. Je pense que c'est important parce que ça donne cette visibilité à 48 heures. Malheureusement, au-delà, c'est difficile de prédire exactement parce qu'il y a un droit de grève qui est individuel, qui est libre, évidemment. Donc je le dis pour ce week-end, on sait que ça sera à peu près un train sur deux à la SNCF pour TER, pour TGV. On sait qu'on a une situation qui est revenue quasiment à la normale à la RATP. J'espère, côté RATP, que ça sera encore le cas en début de semaine. C'est plutôt ce qu'on prévoit aujourd'hui. À la SNCF, les choses devraient être encore un peu meilleures en début de semaine, mais pour être tout à fait précis, parce que je sais que pour des gens, c'est le concret, c'est la vie quotidienne, c'est dans le week-end qu'on pourra faire des prévisions précises pour lundi, mardi. Et qu'en est-il dans les airs? Les aiguilleurs du ciel, les différentes compagnies, il y a eu des perturbations dans le trafic aérien. Que va-t-il se passer? Alors il y a encore quelques perturbations, là aussi moins nombreuses. Juste pour être précis, ça ne change pas forcément la vie, mais pour bien comprendre ce qui se passe, il n'y a pas de grève, très très peu dans les compagnies aériennes, dans les personnels, pilotes, personnels navigants. Il y a quelques grèves dans le contrôle aérien, ce qui fait qu'au total, dans un certain nombre d'aéroports, je pense à l'aéroport d'Orly en région parisienne, je pense à l'aéroport de Toulouse ou de Marseille, il y aura à peu près 20% de vols qui seront annulés samedi et dimanche. Normalement, l'information est communiquée à présent, déjà ces dernières heures, par les compagnies aériennes. L'aéroport le plus important de France, qui est Roissy-Charles de Gaulle, il y avait des perturbations ces derniers jours. Il ne devrait pas y en avoir au cours du week-end. Évidemment, on suit ça de près, mais ce n'est pas ce qui est anticipé aujourd'hui. Sur les routes, comment est-ce que les choses vont se passer? Et je vais même préciser ma question. Dans les raffineries, le mouvement continue. Vous, d'autres membres du gouvernement, n'ont pas exclu la possibilité d'avoir recours à la force pour débloquer et ou de réquisitionner. Est-ce que vous avez bougé sur ce point ou pas? On a toujours dit qu'on ferait ce qu'il faut pour que la vie économique essentielle continue. Moi, vous savez, j'essaie de tenir un discours transparent et responsable depuis le début de ce conflit, de cette mobilisation dans le secteur des transports en particulier, le secteur de l'énergie. J'en ai pas directement la responsabilité, mais je vois bien ce qui se passe. Donc, moi, je ne jette pas d'huile sur le feu. On ne va pas dire des choses qu'on ferait avant qu'elles aient besoin d'avoir lieu. Il y a aujourd'hui... Non, mais vous pouvez anticiper d'éventuelles galères pour les Français sur les routes. Anticiper, ça veut dire, on l'a fait avec la ministre de l'Énergie, Agnès Pannier-Runacher, reconstituer des stocks. Ils sont aujourd'hui, je pense par exemple aux aéroports, importants, plusieurs jours de stock qui permettent d'avoir cette anticipation, cette sécurité. Et puis ça veut dire aussi qu'on ne menace pas. Enfin, il faut être clair, s'il y avait des blocages et des blocages durables qui empêchaient la vie économique du pays, on a des outils, dont la réquisition. Je le dis très franchement, ce n'est pas un souhait. Ce n'est pas une menace, c'est un dernier recours, mais c'est encadré par la loi, puisqu'il faut évidemment laisser le droit de grève exister. Mais la réquisition, c'est le dernier recours entre les mains de l'État, s'il y a besoin, dans l'énergie, dans les raffineries, on l'a fait au mois d'octobre, d'agir. Mais aujourd'hui... Mais ce n'est pas le dernier recours en termes de calendrier, monsieur le ministre. J'insiste, ce n'est pas la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Bien sûr, mais c'est là aussi une situation très concrète qui demande de l'anticipation, parce qu'une raffinerie, ou en tout cas un dépôt, quand on le bloque, le temps de débloquer, ça prend du temps, un retour à la normale. Donc vous êtes obligé d'anticiper. Mais on anticipe, je vous dis, avec les stocks. Les stocks, d'abord, la ministre de l'Énergie a fait en sorte que les stocks se soient reconstitués, qu'ils soient élevés. C'est important. Je prends l'exemple que je connais le mieux. Par exemple, dans les aéroports, on a des stocks importants de carburant. Donc ça ne manquera pas, ça, vous pouvez le certifier. Non, aujourd'hui, à l'heure où on parle, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de difficulté. Il y a des stocks qui ont été constitués. Il y a des actions de blocage. Donc il faut faire en sorte qu'elles pénalisent et qu'elles durent le moins possible. Et on les suit heure par heure. À l'heure où nous parlons, nous ne sommes pas dans une situation où il y a un risque et une difficulté. Et nous ferons en sorte, par l'anticipation et par l'action, que cela n'arrive pas pour que les Français qui ont besoin de carburant, pour notre économie qui a besoin de carburant, continue à pouvoir vivre et fonctionner. De manière plus large, monsieur le ministre, au sujet de cette mobilisation, les syndicats ont écrit au président de la République, qui leur a répondu.
Bon, il leur a répondu qu'il n'avait rien à leur dire. Non, d'abord, je ne partage pas tout à fait cette analyse. Il leur a répondu de manière assez détaillée, sur 2 pages, en expliquant la réforme qu'il avait, c'est quand même important de le dire aussi, c'est dans le courrier, mais au-delà du courrier, qu'il a assumé, qu'il a revendiqué, qu'il a présenté aux Français, qu'il a présenté lui-même aux organisations syndicales, qui a fait l'objet de concertations, qui fait l'objet aujourd'hui d'un débat parlementaire, qui a évolué. Il n'a rien dit de neuf. Mais il leur a simplement rappelé ce qu'ils savaient tous et depuis longtemps. Oui, d'accord, mais d'abord, je pense qu'il y a une question de respect, de considération. Le président de la République a répondu à un courrier qu'il a reçu, c'est normal. Et puis ensuite, il y a le fond. Bon. La réforme, elle suscite des oppositions. Le président, d'ailleurs, je crois qu'il l'a dit plus explicitement que jamais dans ce courrier, il la comprend. Il sait que à travers ces mobilisations, c'est sans doute pas seulement la question des retraites qui est en question. Il y a une galère, il y a une difficulté générale sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation, et je pense que ça nourrit la mobilisation, évidemment. Et puis, on est parfois un peu paradoxal dans notre débat public, dans notre débat politique, parce que quand le président fait tout à son niveau, on dit c'est l'hyper-président, il s'occupe de trop de choses, il laisse pas de place au gouvernement et au Parlement. Quand une réforme, c'est mon boulot de ministre, c'est le boulot de la Première ministre, et c'est ce qu'on fait avec le ministre du Travail tous les jours, assume une réforme, porte une réforme qui a été définie par le président de la République dans une campagne. Ouais. On fait, je crois, notre travail. Il y a des oppositions, il y a aussi un dialogue, et puis il y a un débat parlementaire. Enfin, lui non plus n'est pas très clair. Pardonnez-moi, là je veux bien qu'il reste à son niveau, mais dans la semaine, et c'est très bien, il est allé annoncer une campagne de détection des cancers papillomavirus. Là, c'était pas nécessairement sa place, ça aurait pu être la place du ministre de la Santé. Donc il est au niveau où il le souhaite quand il le souhaite. La réforme des retraites elle-même a fait l'objet d'expressions du président, et je crois que personne n'a de doute sur le fait que cette réforme, le président l'a souhaitée, l'a engagée auprès des Français. Je crois que personne n'a de doute là-dessus. Ça ne veut pas dire que tous les jours, à tout moment, le président s'occupe de chacune de ces étapes du dialogue. Aujourd'hui, c'est le temps parlementaire, et la concertation, elle a été conduite avec y compris les discussions au niveau du président ces derniers mois. C'est le temps parlementaire, alors c'est un temps à pas forcer désormais au Sénat. Le 44.3 a été utilisé, c'est l'équivalent du 49.3, pas complètement, mais en tout cas on accélère le... disons que les milliers d'amendements qui ont été déposés ne seront pas tous examinés dans le détail et votés, seuls 70 seront votés sur l'ensemble du texte. Les sénateurs étaient à l'article 9, il y en a une vingtaine. Bon, ils ne pourront pas tout faire. Pourquoi ? Mais il faut bien expliquer. D'abord, j'insiste, ce n'est pas le 49.3 dans le sens où ça vise précisément à permettre un vote. Ce qui se passe aujourd'hui, et je voyais en venant sur votre plateau des déclarations de sénateurs de la NUPES qui disent explicitement, ils ne se cachent même plus, on ne veut pas qu'il y ait de vote. Donc, ils ont adopté... Vous non plus. Mais bien sûr qu'on veut qu'il y ait un vote. C'est le 44, je ne vais pas rentrer dans la technique, le 44.3, c'est un article qui permet d'éviter l'obstruction et qu'il y ait un vote sur le texte. Je pense que démocratiquement... Uniquement sur les amendements choisis par le gouvernement. Non, ça c'est pas vrai. D'abord, il y en a beaucoup, plusieurs centaines, même plusieurs milliers qui ont déjà été discutés, adoptés ou pas adoptés, sur une procédure tout à fait normale. Il en reste plusieurs centaines, et la gauche a dit elle-même au Sénat qu'elle ne voulait pas qu'on ait un vote final et qu'elle déposait donc des amendements pour, non pas discuter, mais empêcher le débat. Est-ce que ce serait franchement responsable ? On peut être pour ou contre la réforme, on peut voter pour ou contre la réforme, mais avoir une stratégie assumée qui vise à éviter le vote, honnêtement, je crois que c'est pas sérieux, c'est pas responsable. Et d'ailleurs, à plusieurs reprises, les syndicats eux-mêmes ont dit qu'ils souhaitaient qu'il y ait un débat sur ce texte et qu'il y ait un vote sur ce texte. Donc c'est, je crois, nécessaire. Pour être tout à fait précis, parce que c'est quand même important démocratiquement, chaque amendement qui est déposé sera examiné. Tous ne seront pas votés, ils seront tous débattus. Mais c'est quand même une immense différence, Monsieur le Ministre, parce que voter un amendement, ça veut dire potentiellement l'intégrer au texte. Ne pas le voter, ça veut dire qu'on peut en parler, mais qu'il n'existe pas. Il y a déjà eu... Et d'ailleurs, pardonnez-moi de vous interrompre, mais peut-être que certains sénateurs d'opposition feront la démarche de ne même pas se rendre dans l'hémicycle, puisqu'ils ne pourront pas voter ces amendements. Ça, on le verra, mais enfin, pardon, il y a déjà eu... Rien qu'au Sénat, 75 heures de débat, il y a déjà eu plus de 8 jours de débat, c'est plus que sur toutes les réformes des retraites précédentes. Mais c'est pas parce que c'est plus que c'est suffisant. Non, d'accord, mais enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas dire qu'il y a eu un déni démocratique, et on est face à une stratégie. Il faut que chacun assume ses responsabilités. On préférerait que les choses continuent normalement. Mais je vous prends juste un exemple pour illustrer, parce que parfois c'est un peu confus. Ce qui se passe au Sénat, il y a un amendement qui a été déposé hier, ça consistait à demander un rapport au gouvernement en février 2024. Puis un deuxième amendement qui dit le 2 février, puis le 3 février, puis le 4 février. Des centaines d'amendements comme ça. Ça existe, mais c'est pas que ça. D'accord. Enfin, aujourd'hui, honnêtement, vous pouvez regarder les amendements déposés. Les centaines d'amendements sont des amendements qui sont de pure obstruction et assumés comme tels d'ailleurs. J'ai entendu des sénateurs de la NUPES qui le disaient, ils ne veulent pas qu'il y ait de vote sur ce texte. L'article 44.3, ça permet chacun d'accélérer et de voter. Et la gauche, la droite, le centre, tout le monde votera sur ce texte. Monsieur le ministre, est-ce que vous aurez la majorité à l'Assemblée ? Mais je l'espère, il faut tout faire pour. Mais vous espérez, mais est-ce que vous pensez sincèrement ce soir l'avoir ? Mais je crois et je suis convaincu qu'on doit tout faire jusqu'au bout pour réunir au Sénat et à l'Assemblée nationale les conditions d'un vote et les conditions d'une majorité. Après, je vous le dis très franchement, il faut aussi que chacun prenne ses responsabilités
pour qu'il y ait un débat, pour qu'il y ait un temps de vote, et je l'espère, parce que je pense notamment au groupe Les Républicains, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, ils ont dit à plusieurs reprises, sur les plateaux de télévision, dans l'hémicycle, même s'il y avait quelques désaccords sur des petites mesures, ils sont pour l'idée qu'il faut une réforme des retraites. Donc à un moment, il faut que chacun assume ses responsabilités. Donc vous doutez de leur parole? En Je tout doute cas, pas de vous leur doutez de parole, leur voix? Mais vous savez, dans une démocratie, c'est la beauté de la chose. Rien n'est écrit. Donc tant que les choses ne sont pas votées, tant que les choses ne sont pas adoptées, il y a un débat, c'est sain, ça change un peu de régime non démocratique, tant mieux. Mais maintenant qu'on est pour une réforme, je crois qu'à un moment, il ne faut pas tergiverser, il faut la voter et accepter de prendre ses Ne responsabilités. pas tergiverser, ça veut dire pour la Première ministre avoir le 49.3 sous la main, prêt à dégainer? Écoutez, je vous le dis, rien n'est écrit. À l'heure où on parle, ce n'est pas le débat du moment. Et on verra comment ça se passe déjà au Sénat jusqu'à dimanche. Mais nous, on souhaite... Non, pardon, mais nous, on souhaite qu'il y ait un débat, on souhaite qu'il y ait des votes. Et je crois, honnêtement, on peut nous reprocher cette réforme. On peut ne pas être d'accord avec cette réforme. C'est la vie démocratique, la vie sociale et syndicale. Nous dire aujourd'hui qu'on n'a pas voulu le débat, qu'on n'a pas voulu le vote, je crois que ce serait un peu fort de café, alors qu'on a toujours essayé. Le ministre du Travail, il passe des heures et des heures devant tout le monde dans les hémicycles de l'Assemblée et du Sénat pour qu'on vote cette réforme sans démagogie. Vous dites que ce n'est pas le débat du moment. Bon, en fait, pour dire la vérité aux gens, c'est le débat du moment, puisque les tractations, elles ont cours entre les membres du gouvernement et les députés, entre députés eux-mêmes, et c'est une information BFM TV. Des tractations transpartisanes sont en cours sur une motion de censure du gouvernement. Par définition, ça ne vient pas de la majorité. Non, ça ne vient pas de la majorité. Ce que font les députés ou les sénateurs, en l'occurrence les députés. Mais est-ce que ça vous inquiète? Mais... Parce que ça veut dire, pour rappeler les choses, pardonnez-moi, à nos téléspectateurs, ça veut dire que si elle était votée, le gouvernement tombe. Et l'argument, le contre-argument du président de la République, c'est de dire très bien, s'il y a motion, il y aura dissolution. Je ne rentre pas dans ces fictions ou dans ces scénarios de science-fiction ou de politique-fiction. J'en sais rien. Ce qu'on sait, je vais être très honnête, Jean-Baptiste Boursier, on est dans ce Parlement, sur la réforme des retraites comme sur le reste, dans une situation de majorité relative. Ça veut dire discuter, négocier. Moi, je ne pense pas que ce soit sale dans une démocratie de discuter, de négocier. On l'a fait à ciel ouvert, avec différents partis, avec la gauche sur les énergies renouvelables, avec les Républicains sur la question des retraites. On est une force centrale, on a besoin de cet appoint-là. Et maintenant que, encore une fois, chacun prenne ses responsabilités, et je trouve, je ne sais pas s'il y a des tractations, des tergiversations, honnêtement... Il y en a des tractations, et vous le savez bien, puisque dans votre camp, les députés ont été menacés d'exclusion s'ils s'abstenaient ou ne votaient pas le texte. J'ai pas entendu. Ça, vous le niez ce soir? Je nie pas, je suis pas parlementaire et j'étais pas aux réunions de groupe ou dans d'autres discussions la semaine dernière. J'ai pas entendu en tout cas le chef du parti, Stéphane Séjourné, la présidente du parti, du groupe parlementaire, Aurore Berger, le dire. Bon, mais moi je vais dire... Ça n'existe pas selon vous. En tout cas, vous n'en avez pas connaissance. J'en ai pas connaissance, je dis pas que ça n'existe pas, je n'en ai pas connaissance. Et si ça avait existé, vous trouveriez ça normal ou pas? Je l'ai déjà dit, sur le fond, je pense qu'il vaut mieux être dans le rassemblement que dans une forme de menace. Je pense que c'est mieux aujourd'hui. On le voit dans notre société, c'est vrai au Parlement comme ailleurs, on a besoin de rassemblement, on a besoin d'apaisement, on a besoin de discussion. Avoir des accords et des compromis, c'est bien. C'est bien. Moi, vous savez, j'ai été ministre des Affaires européennes. Ouais. J'ai vu toutes les démocraties parlementaires fonctionner. À l'étranger, ça choque personne qu'il y ait des coalitions, qu'il y ait des accords sur des textes. On le dit devant tout le monde. Démocratie, Monsieur Beaune, là, quand le bureau de Renaissance se met d'accord pour exclure ceux qui s'abstiennent ou votent contre, c'est pas hyper démocratique. Pardon. D'abord, ça n'empêche pas que dans un parti, on respecte des règles et un collectif. Surtout quand on sait tous, je l'ai fait moi-même, mis d'accord pour mettre sur nos tracts des élections législatives qu'on était pour la réforme des retraites, qu'on était pour le report de l'âge légal. Si on avait un doute, il fallait le dire avant. Une fois qu'on s'est engagé, on y va. Mais honnêtement... On n'a pas le droit de changer d'avis. Mais bien sûr qu'on a le droit de changer d'avis, on a le droit d'avoir tous les avis qu'on veut, on a le droit d'avoir des doutes, on a le droit d'avoir des débats. Il y en a au groupe parlementaire, ça je le sais, on le voit bien chaque semaine. Mais je pense, je vous le dis, qu'il vaut mieux pas être dans l'intimidation et la menace, il vaut mieux être dans la discussion et le rassemblement, c'est ma philosophie. Alors, à mon sens, je crois ne pas vous avoir vu faire de mots fléchés à l'Assemblée nationale, ni ce genre de geste qu'on va regarder. Le garde des Sceaux. Il y a 3 bras et 1 doigt d'honneur d'Éric Dupond-Moretti dans l'hémicycle à destination d'Olivier Marleix et des élus des Républicains. Vous réagissez comment? Vous avez d'abord raison, je n'ai jamais fait ce genre de geste. Je l'ai indiqué aussi, il faut être très clair, même si je suis dans le même gouvernement qu'Éric Dupond-Moretti, ces gestes n'ont pas leur place et sont dangereux pour la démocratie dans un hémicycle parlementaire, comme ailleurs, mais a fortiori dans un hémicycle parlementaire. Et d'ailleurs, le garde des Sceaux l'a reconnu, puisqu'il s'est excusé devant la représentation nationale. C'est bien qu'il se soit excusé, donc. Oui, c'était indispensable. Un mot de votre prédécesseur, M. Djebari, qui, chez nos confrères de complément d'enquête, estime que le temps des riches, et il fait en fait allusion aux entrepreneurs, est précieux.
relancé sur le fait qu'il serait plus précieux, il ne nie pas qu'il serait plus précieux. Du coup, il atteste du fait qu'il est important pour eux de prendre les jets privés. Ça vous semble pertinent? Vous savez, je connais bien Jean-Baptiste Djebbari. Là, je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Il a dit une connerie, voire une grosse connerie. Bon. Je me dis, les transports, le temps des gens qui galèrent dans les transports publics, qui prennent le RER tous les jours, il est tout aussi précieux que ceux qui, je ne stigmatise pas, qui ont besoin de faire des déplacements professionnels, de se déplacer à l'étranger, qui créent de la richesse aussi pour notre pays. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans les transports au quotidien, le temps des gens, de chaque Français, soit respecté et qu'il soit plutôt réduit dans les transports. Vous l'avez appelé pour le dire ou pas? Non, je ne peux pas appeler pour lui dire. Mais j'ai découvert cette déclaration il y a d'ailleurs quelques heures. Je ne suis pas d'accord avec ça, pour être très clair. Ça veut dire que vous êtes du côté de ceux qui pourraient réguler cette utilisation? Moi, je l'ai dit très... Vous pensez que ça relance ce débat sur les jets? Ce débat, il existe. Il y a même une proposition de loi qui vient des députés écologistes, je crois, qui sera discutée dans quelques semaines. Je serai, au nom du gouvernement, au banc de l'Assemblée nationale pour ce débat sur cette question des jets privés. Moi, je l'ai dit, je l'assume. Je pense qu'il faut en effet non pas interdire, parce que je pense que ça ne marche pas, c'est une illusion, il y a des besoins qui sont réels, mais il faut réguler, parce qu'en effet, dans une société où le temps de tous est précieux, certes, mais on doit faire des efforts, on doit polluer moins. Ceux qui polluent le plus, ce sont les plus riches, donc il faut qu'ils fassent un peu plus d'efforts que les autres. La sobriété, c'est comme l'impôt, ça doit être progressif. Mais vous serez soutenu dans cette démarche, M. Bonne, parce que la dernière fois que vous avez pris cette position, ça a été un peu compliqué pour vous aussi. Oui, mais moi j'assume d'avoir des positions, des idées. Vous avez parlé du débat démocratique, de changer d'avis, d'avoir des avis, j'en ai. Je les défends, je les exprime, et puis après je suis dans un collectif. Mais je note que, pas seulement moi, le Parlement, à l'Assemblée et au Sénat, a voté déjà dans la loi de finances pour 2023 une taxation des jets privés. C'est bien que la réflexion dépasse mon cas personnel. Vous ne faites pas de bras d'honneur, mais vous dites conneries au sujet de la déclaration de Djebbari. Un peu différent, je crois. Encore un mot, s'il vous plaît. Laurent Wauquiez menace de saisir la justice administrative. En fait, vous avez promis 200 millions d'euros pour aider les détenteurs de passes Navigo en Île-de-France face à l'inflation. Et le patron de la région Rhône-Alpes, en fait, dénonce une inégalité dans le traitement. Non, alors justement, moi j'ai fait en sorte qu'il y a effectivement 200 millions d'euros qui ont été versés à la région Île-de-France pour éviter que le pass Navigo, les usagers, payent trop cher et que ce pass augmente trop. Moi, je l'assume complètement parce que c'est en Île-de-France qu'il y a le plus d'utilisation des transports publics en France. Proportionnellement, quand il y a 200 millions d'euros en Île-de-France et 100 millions d'euros, j'ai insisté aussi pour que tout le monde y ait droit, les autres villes aussi, c'est en fait en proportion équitable. Et donc il fait de la politique, Laurent Wauquiez? Oui, d'abord, Laurent Wauquiez, il sait très bien cette mesure, je l'ai annoncée le 6 décembre. Bon, il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas écrit, il n'a pas contesté. J'ai eu la présidente de Région de France encore il y a 2 jours au téléphone, en réunion, pour discuter de ces sujets de financement. Il y a un sujet de financement des régions pour les transports publics, Île-de-France et toutes les régions. Et j'ai pris l'engagement de continuer ces discussions avec Carole Delga, la présidente de Région de France, tous les présidents de région qui le veulent. Vous savez, Laurent Wauquiez, c'est le seul président de région qui n'a jamais voulu prendre rendez-vous avec moi comme ministre des Transports. Tous les autres, toutes tendances politiques confondues, j'ai des discussions avec eux. Donc je dis à Laurent Wauquiez, plutôt que de parler de justice, mon bureau est ouvert. Merci beaucoup Clément Beaune d'avoir été avec nous. Merci. En direct sur BFM TV.